Dia. Posso começar? Porque eu não estou me vendo na tela. Me dá o sinal de quando eu posso começar a apresentação, gente. Ok, é só me dar um ok. Eu aguardo o valendo do Paulo, ok? Muito bom dia a todos e todas, buenos dias. Bonne journée à toutes et Welcome, tous. bem-vindos, bem-vindos a esse encontro, Diálogo Global para a Mudança. Bienvenue à cette rencontre sur le dialogue global pour le changement systémique. Aujourd'hui, nous allons parler de COVID-19 et inégalité. Je suis Flavia Oliveira, je viens de Rio de Janeiro et je vais animer ce webinaire de ce dialogue global pour le changement systémique. Nous avons eu 3 autres webinaires sur différents thèmes comme la militarisation, l'environnement, le monde que l'on veut. Et c'est un effort collectif sur les transformations, les besoins globaux à partir de cette pandémie de COVID-19. Ceci est le 4e webinaire, le 4e débat de la série. Et je vais vous présenter nos invités de Sao Paulo. Nous avons Cira Bento, directrice exécutive du CERT, qui est un centre d'études pour les relations de travail et les inégalités. Bonjour et bienvenue de Santiago au Chili. Nous avons Teresa Valdés, sociologue féministe, coordonnatrice du Centre Genre et Égalité. De Madrid, en Espagne, nous avons José María Vera, directeur exécutif d'Oxfam International en Espagne. Bonjour, Teresa. Bom dia, bem-vindo, Chama. Vamos ver o bom dia da Teresa, gente, que ela ainda não conseguiu nos dar esse bom dia. Teresa ne nous a pas dit bonjour, alors on va voir si elle peut le faire maintenant. Alors, Oui. Bom, como eu anunciei inicialmente, alors, nós teremos 1h15. comme j'ai mentionné auparavant, nous allons avoir environ une conversation d'1h15. Alors, l'intention est de parler en profondeur de nos réflexions sur les inégalités qui existaient avant la pandémie, durant au Brésil en particulier, et qui ont été accentuées par cette expérience de la pandémie. Que ce soit inéquité de genre, de race ou économique, sociale, territoriale ou politique. Notre intention ici n'est pas seulement d'avoir un diagnostic, mais d'essayer de trouver un chemin de solution à ces inégalités. Que ce soit des solutions à court terme, post-pandémie, mais également des changements systémiques. La dynamique sera en premier, les commentaires d'ouverture de chacun de nos invités qui auront 7 minutes pour contextualiser. Et ensuite, nous prendrons des questions de la part des participants. Puis, nous terminerons avec une ronde de commentaires finaux pour amener à une réflexion des mesures concrètes, des mesures qui ont été mises sur pied, qui sont positives déjà.
Alors, pour commencer ce matin, j'aimerais inviter José María Vera de Oxfam pour ses premiers commentaires. Alors, bienvenue. Pues muchas gracias, Flavia, y nada, gracias por esta invitación. Espero que... Merci beaucoup pour merci pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez tous et toutes bien. Et bien sûr que je vais donner un contexte socio-économique dans le cadre de la COVID et qu'on pourra après approfondir avec mes collègues panélistes. Et puis, bien sûr, aussi, on parlera des inégalités. Et puis, je parlerai de certains pays, certains éléments, en prenant des exemples peut-être, pour peut-être ouvrir quelques pistes qui nous amèneront à quelques propositions. Donc, je vais parler des crises humanitaires extrêmes et en fait qui arrivent à des inégalités extrêmes. Et puis au Yémen, par exemple, c'est là où il y a la plus grande crise humanitaire. Et puis le COVID se propage, mais le conflit continue en fait d'éliminer des vies et de marquer le pays, des centaines de milliers de familles qui sont entassées de camps de personnes déplacées, et seulement la moitié des hôpitaux et des centres de santé sont maintenant opérationnels. Certains ont été frappés par des bombes, et puis en fait, les pays donateurs réduisent leur aide humanitaire. Alors et puis répondre à la pandémie en plein milieu d'années de conflit est une tâche presque insurmontable. En fait, parce qu'on arrive à des inégalités extrêmes, mais qu'on voit aussi au Mali la même chose, où il y a 3 ventilateurs par 1 million d'habitants, ou en Zambie, où il y a un médecin pour 10 000 personnes. En Espagne, il y en a 40, par exemple. Et en fait, il y a un système où il n'y a pas des équipements, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de politique sanitaire comme telle pour faire face au virus. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans cet espace là où le pays hôte d'aujourd'hui, que c'est le Brésil, où on a d'une base de santé, mais il y a aussi l'impact de la crise économique. Il y a des enquêtes de savoir comment au Bangladesh, par exemple, dans les revenus de la population vulnérable, ont chuté de 70%. Et on a fait des études où on voit que même que quelques 500 millions de personnes pourraient sombrer dans la pauvreté à suite de cette crise, suite au confinement, mais aussi à cause des fermetures internationales. Bien sûr, mais ceci affecte surtout ceux qui n'ont aucune protection de l'État, qui ne peuvent pas vraiment faire face à cette situation finalement. Dans un contexte de restriction, on voit aussi des restrictions des droits civils et des droits politiques. Si vous avez 10% de chance d'être infecté et vous avez 100% de chance de mourir de faim, que faites-vous? Bien, sûrement, vous sortirez. Mais si vous sortez, vous avez des risques que la police te tue par coup, et comme au Kenya et aux Philippines. Et on a eu et on sait comment il y a eu en fait des attaques contre les femmes, contre les autochtones, contre les organisations de défense des droits humains. Alors ça, c'est la situation. Maintenant, les réponses. En fait, quelles sont, bien sûr, ça tout le demande. Si on ne fait pas quelque chose, on va arriver à une hécatombe humanitaire. Quelles sont les alternatives? Je vais vous en présenter quelques-unes et puis après, dans le dialogue, on pourra approfondir. Nous demandons un cessez-le-feu de tout conflit
conflits violents qui perdurent, que ce soit dans une ville, dans les campagnes, n'importe, mais que ce soit un cessez-le-feu pour qu'on puisse mettre les énergies sur la pandémie et les conséquences sur la santé et l'économie de la population. Nous devons aussi faire des progrès en matière d'équité dans le droit à la santé, car le virus infecte à tout le monde de la même manière. Mais à partir de ce moment, tout est différent selon où on vit, la quantité d'argent que nous avons proposé un plan choc de 160 milliards de dollars pour doubler les investissements dans la santé dans les 85 plus touchés. Alors que ça nous permettrait de renforcer la lutte contre le virus qui touche les plus vulnérables. Il y a aussi, et ça a l'air que la production des vaccins, on pourra l'avoir peut-être dans moins d'un an. Mais la question qui se pose, ce vaccin sera pour qui? Pour qui pourra le payer? Mais en fait, pire encore, est-ce qu'elle sera accaparée ou monopolisée par des réglementations nationales qui vont empêcher après l'exportation et qui donnent la priorité à toute la population d'un pays au lieu de prioriser les populations les plus à risque dans le monde? Ce vaccin pourrait être le meilleur exemple d'un bien commun global pour le rendre accessible à tout le monde et puis que ça, ou au moins que ça soit proportionnel au risque. Et puis, en fait, je sais parce que ça, c'est vraiment maintenant une histoire, parce que sinon, ça serait la plus grande division de classe de l'histoire humaine récente, dans des damnés condamnés à s'enfermer ou à mourir, tandis que ceux qui se le permettent sont vaccinés et peuvent poursuivre leur activité économique. Et puis alors, on voit aussi le profond racisme qui existe au niveau de la salle. Alors, ces trois exemples, c'est pour essayer de récupérer la coopération internationale et le multilatéralisme avec une approche différente qui vise la réduction des inégalités. C'est un défi très difficile. Et bien sûr, il faut aussi, parce que ça nous arrive à une époque où les gens tournent encore plus le regard vers chez eux, où le nationalisme explose pas, non pas l'identité sous sa forme la plus exclusive, mais la peur de le sauvons-nous d'abord. Alors, je parlerai aussi des aspects économiques, des actions des Fonds monétaires internationaux, des questions de fiscalité. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là pour donner la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Muito obrigada, Chema. Te agradeço aí as considerações iniciais. Teremos daqui a pouquinho mais tempo para você complementar. Beaucoup, nous aurons un peu plus de temps pour continuer nos commentaires sur les questions économiques, mais j'aimerais bien revenir à 2 ou 3 points que vous avez déjà mentionnés. Premièrement, votre référence sur la crise humanitaire, je crois qu'il est important de mentionner l'accentuation de ces conditions de santé économique, et ceci est souvent. Et dans plusieurs pays, il y a également un aspect humanitaire. Et de le nommer ainsi est essentiel. Vous avez également parlé de la violence policière dans les Philippines. Et nous devons mentionner également qu'ici au Brésil, nous faisons face à une accentuation de la violence policière, en particulier ici à Rio de Janeiro, avec la mort de jeunes noirs. Et ce n'est rien de nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais disons que la situation ne s'est pas améliorée depuis le début de la pandémie. Nous devons également mentionner les manifestations aux États-Unis en ce moment, en réaction à la mort
George Floyd qui a été asphyxié pendant plus de 8 minutes. Alors, c'est une réalité qui était déjà existante, mais qui a été accentuée par la situation également. Merci à la référence au vaccin et cette réflexion à savoir qui aura accès et si cela va jouer un rôle à réduire les inégalités ou les accentuer. Alors, merci beaucoup pour ces idées initiales. J'aimerais maintenant inviter Teresa Valdez de l'Observatoire sur genre et inégalité qui va commencer avec ses premières remarques. Alors, Teresa. Muchísimas gracias. Es un gusto enorme para mí participar en esta conversación. Merci beaucoup pour m'avoir invité à participer à cette conversation. Je vais vous dire, en fait, je vous parle d'une organisation. Nous aussi, on fait un débat. Donc, je vous parle aussi de l'Amérique latine, un continent reconnu comme le plus inégalitaire. Et je parle du Chili, où on a une situation assez bizarre maintenant, qui est un président qui est élu par une minorité de la population. Et le Chili a vécu une grande crise le 18 octobre et on a commencé ce qu'on appelle la révolte sociale. Le Chili s'est réveillé, mais malgré des indicateurs excellents macroéconomiques, on vit des inégalités très profondes, une grande frustration et colère de la majorité de la population qui s'est en fait intégrée au développement par la consommation et l'endettement, avec une grande désaffection pour les partis politiques traditionnels face à une démocratie cooptée et aussi corrompue par les grandes puissances économiques. En fait, ces révoltes d'octobre est en lien avec le mai 2018 féministe, où les femmes ont fait des dizaines de manifestations contre l'harcèlement, les violences sexuelles, le sexisme dans l'éducation. Et aussi, on a eu la marche la plus grande du Chili contre la précarisation de la vie, pour le fin des violences sexuelles, des violences politiques, économiques contre les femmes, pour un travail décent et stable, pour un logement décent et la décriminalisation de l'avortement. Le mouvement féministe a cherché de mettre en lumière les relations de pouvoir existantes dans la société qui prennent la forme de la violence. Car les femmes, nous sommes les plus touchées par le fait de soutenir l'économie par un travail non rémunéré et des soins. Donc, ce réveil du 18 octobre était aussi en lien avec les mobilisations des étudiants et aussi des écologistes contre les zones dites de sacrifice, où la population subit les conséquences de la pollution, de l'environnement. Et en fait, la lutte pour les retraites, les fonds de pension et aussi pour le traitement des peuples autochtones. Il faut dire que le chaudron social a vraiment explosé le 18 octobre sous l'initiative des étudiants qui, face à la hausse du prix de métro de Santiago, ont appelé la population à éviter de payer le prix de métro en sautant par-dessus les tourniquets. Mais en fait, c'est que suite à la réponse du gouvernement, toute la population est sortie dans les rues et on a eu la marche la plus grande du Chili. On l'a nommée la marche de l'histoire, où toute la population a exigé le retrait de l'armée, projet de réforme néolibérale et a appelé à une assemblée constituante pour élaborer une nouvelle constitution. En fait, sous le slogan Chili se réveille. La police et l'armée ont commis de graves et multiples violations des droits de l'homme, notamment des blessures aux yeux, causant souvent la perte de la vue de beaucoup de jeunes femmes en partie, le harcèlement et les abus sexuels à l'encontre des jeunes et des personnes de diversité sexuelle. Mais malgré tout ça, les mobilisations sont poursuivies. Et en fait,
ont montré que cette expérience de laboratoire néolibéral a démontré la non-viabilité sociale et politique. Le gouvernement a été contraint de faire marche arrière et ils ont établi ce qu'on appelle un accord pour la paix et la nouvelle constitution qui ouvrait donc une voie de sortie de la grave crise politique et sociale. Cet accord était censé calmer les esprits, mais cet accord a été conclu en dehors de la table sociale qui regroupe les mouvements sociaux mobilisés les plus importants. Et aussi, de sorte que les mobilisations ont été maintenues, mais aussi s'est maintenue la répression policière, toujours justifiée par le maintien de l'ordre public. Probablement, vous avez vu le groupe d'étudiantes féministes qui ont mis sur scène une performance qui s'appelle La Stasis, et puis qui en fait ont montré leur spectacle, c'est Un violeur dans ton chemin, qui a permis de rendre visible l'expression de milliers de femmes et de donner un cours à leur expression qui souligne comme base de toute la violence subie par les femmes le patriarcat et comment l'État maintient le patriarcat à travers l'institution, que ce soit le gouvernement, le Parlement, la justice, la police. Et donc, l'État, c'est un macho oppresseur et violateur. Donc, avec des milliers de femmes sont sorties dans les rues, et puis ça s'est répété partout dans le monde. Et ça nous donne la possibilité d'avoir une réforme constitutionnelle avec un organe constitutif démocratiquement élu et paritaire. Il est important de savoir que cet accord pour une nouvelle constitution en novembre a changé l'union de la société, mais en même temps, on a eu le slogan de dire ce n'est pas fini et les mobilisations ainsi se sont poursuivies et puis la répression est restée. Et en fait, les pays connaissaient à ce moment un état d'assemblée de débat parce que le 26 avril, on devait avoir le plébiscite sur la Constitution et on était en train de se préparer pour ce référendum. Il y a eu des centaines de conseils communautaires et puis avec des centaines de milliers de femmes qui défilaient le 8 mars. Mais là, le COVID est arrivé dans une société mobilisée, tendue, et qui, en fait, avec beaucoup de tensions avec la police, le gouvernement, et puis d'un jour à l'autre, la vie de la population a changé. Mais en fait, la COVID est arrivée en suivant tous les schèmes d'illégalité à l'intermédiaire de ceux qui avaient profité des vacances en Europe et en Asie, dans les quartiers les plus riches de Santiago. Mais malgré ce qui s'est passé en Europe déjà, le gouvernement agit avec arrogance, déclarant avoir le meilleur système de santé de la planète, mais il n'a pas pris des mesures sanitaires opportunes et adéquates, mais plutôt une stratégie de quarantaine partielle qui a protégé les productions, l'organisation des entreprises privées, sans écouter les recommandations d'un comité technique et social qu'il a dû mettre en place face à l'assistance sociale, principalement de l'association médicale présidée par une femme. De là, elle a été étendue au quartier populaire qui concentre la masse ouvrière. Et avec une nouvelle mesure sanitaire, nous avons maintenant plus de 113 000 cas de contagion et les 1200 décès qui atteignent la contagion élevée enregistrée en Europe. Les mesures de protection de l'emploi, économique aux ménages les plus vulnérables sont parfaitement insuffisantes et ces mesures sanitaires n'ont pas suivi les recommandations d'innombrables techniciens et experts. Et la vie, donc, est devenue un défi objectif et subjectif pour toutes les personnes, mais elle est devenue fortement taxée sur le corps des femmes, qu'elles aient un emploi ou non. C'est un impôt qui est payé dans le travail non rémunéré associé à la charge des tâches de soins. Il varie selon l'âge et le statut familial et socio-économique de chaque femme. Et beaucoup doivent aller chercher d'autres revenus malgré les risques. Le Chili est un pays où 1% de la population concentre 33% des revenus.
42,4% des ménages sont dirigés par une femme, ce qui représente près de 50% des ménages du quintile pauvre et 9,2% vit en dessous du seuil de la pauvreté. Un tiers des femmes n'ont pas de revenus autonomes. Le revenu moyen n'arrive pas à moins de 325 dollars US et seulement 150 dollars pour les plus pauvres. Alors bien sûr, avec ces conditions, les femmes ont raison de ressentir la peur, l'insécurité et l'angoisse. En plus du travail domestique, elles doivent s'occuper des enfants sans être scolarisées, en plus du télétravail qu'elles peuvent le faire. Dans des conditions normales, une femme 1,8 heures de travail non rémunéré contre 2 à 6 heures utilisées par un homme. Cette équation est devenue encore plus déséquilibrée. Le confinement, l'insécurité ont entraîné une augmentation des tensions et la dynamique d'agression et de violence dans de nombreux pays. Et les femmes payent très lourd tribut en subissant la violence de leur partenaire. Le système public n'est pas là pour les aider. Et puis, il y a eu des milliers de ménages qui vivent dans des conditions de surpeuplement et dans des petits logements. Des milliers de migrants survivent dans des chambres louées à prix élevés. La contagion se propage quotidiennement parmi eux et le système de santé est débordé. La CEPALC a installé un observatoire sur la COVID-19 et les défis de développement qui montre son impact profond dans toute la région. Se me interromper, o tempo dessa primeira participação, ele esgotou. E aí eu vou chamar a Cida e, na sequência, a gente faz mais uma rodada para você complementar. Je vais maintenant inviter Sida et vous pouvez ajouter à ce que qui pourra ajouter à votre présentation. Vous pourrez ajouter bien sûr. Plus tard. Il me reste des choses, mais merci beaucoup. Intéressant. C'est simplement de façon à ce que l'on puisse suivre l'horaire de notre débat et donner la chance à chacune de participer. Alors, merci beaucoup pour les éléments que vous nous avez présentés ce matin et d'avoir porté notre attention sur l'impact de COVID-19 sur les femmes. Et puis également le fardeau du travail rémunéré et non rémunéré, avec le travail non rémunéré à la maison des femmes, considérant que les enfants ne sont pas à l'école. Alors, il y a une surcharge de travail pour les femmes. Au Brésil, c'est également la situation, telle comme au Chili. Et également une recrudescence de la violence conjugale. Donc, de parler de ces problèmes qui ont un impact important sur les femmes et les enfants et bien souvent peuvent amener même à perte de vie. Et donc, cette vulnérabilité spécifique, également des retraités qui se battent pour leur pension, c'est également une dynamique intéressante. En particulier, également, vous avez parlé des communautés autochtones et au Brésil, également, on pourrait parler de cette situation. Et j'aimerais également vous remercier pour cette historique des manifestations et de la lutte pour les droits qui sont arrivés au Chili. Que foram interrompidos ou de conquista de direitos de avanço. Également, les droits politiques qui ont été interrompus en ce moment et l'avancement des droits politiques et sociaux qui ont été interrompus avec
la pandémie. Ceci est quelque chose que l'on voit dans plusieurs pays, incluant le Brésil également. Alors, merci beaucoup pour votre première participation. Et je vais inviter maintenant Cida Vento pour ses premiers commentaires. Elle est la coordonnatrice exécutive pour le Centre d'études sur le travail et les relations. Elle est également une psychologue sociale qui va nous amener une analyse d'ethnicité et race. Bonjour et bienvenue, Cida. Cida, me ouve? Cida, est-ce que vous m'entendez? Cida Bento talvez esteja com o microfone silenciado. Cida, est-ce que votre micro est en sourdine? Il semblerait qu'il y a... Alors, nous allons attendre quelques moments et tout de suite après la première présentation de Cida Bento, nous allons continuer à une conversation, une réflexion plus approfondie avec les questions qui ont été posées et j'ai un petit résumé des premiers commentaires de nos panélistes. Nous avons José María Vera de Madrid, qui est directeur d'Oxfam, et Teresa Valdez, qui vient de nous parler des inégalités de genre. Et maintenant, nous allons écouter Cida Bento du Brésil. Est-ce qu'elle est en ligne? Il semble y avoir un problème de connexion avec Cida. Je vais donc redonner la parole à Teresa. Teresa, si vous voulez continuer pendant que nous reconnectons Cida. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Je pense qu'on était en train de parler comment la CEPAL a établi un observatoire sur la COVID qui en fait montrait déjà des impacts profonds dans toute la région. Et puis, en fait, les populations les plus touchées qu'elle a identifiées, c'est les femmes, les couches à faible et moyenne de revenus, des travailleurs informels, des travailleurs domestiques rémunérés, les enfants, les adolescents et les peuples autochtones, la population rurale, les personnes d'origine africaine, les personnes handicapées, migrants, itinérables, on dirait en fait, ça a l'air que tout le monde est affecté. Et puis aussi, elle parle des zones touchées par la pandémie, c'est la santé physique, mentale, la nutrition, l'éducation, les revenus du travail, le travail des enfants, accès aux services de base comme l'eau, l'assainissement, l'électricité, le gaz, les technologies rémunérées, le travail de soins non rémunérés, violences domestiques. En fait, c'est la vie qui est touchée pleinement. Et puis, elle montre comment la structure préexistante de l'inégalité sociale est à la base de ce qui se passe. La CEPAL propose un ensemble de mesures anticycliques, comme il l'appelle. Et puis, c'est en fait des mesures très audacieuses pour le modèle économique dominant, parce qu'elle demande une protection sociale, qu'elle préconise une réponse dans une perspective d'universalité sensible aux inégalités, c'est-à-dire qui prennent en compte les besoins, les carences et les discriminations subies par des groupes spécifiques. Mais la question qu'on se pose, est-ce que le coronavirus est-il vraiment responsable de cette catastrophe? Le Chili est un bon exemple que cette crise est causée par les mécanismes même de la production et de la reproduction capitaliste dans sa phase néolibérale et mondialisée, qui est fortement exacerbée par la pandémie. C'est pas quelque chose qui est sorti juste comme ça. C'est une crise provoquée par le système capitaliste dans lequel nous sommes.
Ce n'est pas une crise des activités économiques de marché, comme dit, selon le terme Amaya Pérez Orozco, une économiste féministe espagnole. Il s'agit d'une crise multidimensionnelle, endogène au système actuel, une crise de la vie collective, car en tant que système dépend de l'exploitation de la vie humaine et non humaine. Nous sommes témoins même de l'exploitation, de l'extractivisme qui nous conduit à la perte croissante des écosystèmes. Et puis, elle dépend aussi de l'appropriation de la valeur du travail sur le marché du travail rémunéré, non rémunéré et du travail domestique. Il s'agit d'une chaîne invisible de travail de soins gratuits par les femmes qui soutiennent le modèle économique. Mais en fait, cette crise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous montre qu'est-ce qui se passe avec un modèle qui place les marchés au centre et non la vie. Il met en évidence que le féminisme, depuis longtemps, on le dit, en fait, qu'il est nécessaire de repenser un projet qui place la vie au centre et que suppose que nous sommes tous et toutes interdépendants. Dans le Chili, les points communs, comme on appelle, se multiplient et on revient à la mémoire historique des femmes qui ont soutenu leurs familles et les communautés au début de 80, des années 80, en pleine dictature militaire où il y avait 40% de pauvreté, malgré le confinement, malgré la nécessité pour de nombreuses personnes de travailler. Les énergies de ceux d'entre nous qui ont débattu depuis déjà 3 mois autour de cette nouvelle constitution ont été transférées aux campagnes de solidarité, aux tâches de survie et de prendre en soin les plus vulnérables au virus. Il y a eu également beaucoup de forums, de nombreuses discussions en Facebook et ailleurs, pas seulement pour discuter de la réponse à la pandémie, mais aussi pour visualiser le nouvel ordre que doit naître après la pandémie, avec encore plus de clarté concernant la nouvelle constitution. Les directives des partis politiques sont de plus en plus souvent remises en question et les groupes de travail avec les sénateurs et les députés continuent et aussi avec les associations professionnelles sont de plus en plus nombreuses pour continuer. Je ne sais pas si je reste ici ou je peux continuer. Tereza, acho que podemos chamar a Cida e daqui a pouco voltamos. Je crois que nous pouvons maintenant inviter Cida à nous donner sa présentation. Merci beaucoup, Teresa, pour cette analyse féministe qui nous montre cette crise comme multidimensionnelle, qui n'a pas été causée par le COVID-19, mais qui a été accentuée par la pandémie. Situations, inégalités sociales qui sont là depuis toujours, qui ont un impact sur plusieurs groupes sociaux. Dans le cas du Chili, comme vous nous avez décrit. Alors, merci beaucoup encore une fois, Teresa Valdés. Et maintenant, j'aimerais inviter Cida Bento, directrice, coordonnatrice de SEDGE, qui va nous donner ses premiers commentaires dans ce dialogue pour global pour la transformation sur COVID-19 et inégalité. Oui, bonjour, je suis de retour. Bonjour à toutes. J'aimerais vous rappeler que nous sommes dans un pays qui a plus de 500 ans d'histoire et durant toute cette période, presque toute cette période, nous avions eu l'esclavage noir. Près de 54% de la population du Brésil est afrodescendante. Et l'héritage de cette relation entre noir et blanc de l'époque de l'esclavage amène à des inégalités et donc les groupes qui ont hérité de cette histoire de près de 400 ans d'esclavage. Et je veux également vous rappeler que la population noire du Brésil n'a
vu aucune compensation après l'esclavage. Il y a donc une situation où la grande part de la pauvreté extrême accentuée par COVID-19 et des personnes qui n'ont pas pu rester en isolement. La plupart sont des personnes noires. Elles font le travail essentiel. Elles font le nettoyage des villes et elles aident au niveau des soins, des services de la santé, les personnes également qui font la livraison de la nourriture, la préparation de la nourriture. Ces travailleurs et travailleuses devaient sortir de leur maison. Ils n'ont pas pu rester en confinement. Les enfants devaient rester à la maison et de façon générale, ils n'avaient pas accès à aucune forme d'éducation à distance parce qu'ils vivent dans des maisons très petites, bien souvent. Il y a beaucoup de difficultés au niveau d'une situation sanitaire de base. Et c'est la situation de beaucoup de familles qui vivent dans de très petites maisons, faisant très difficile de respecter les politiques de l'isolement. Donc, le COVID-19 vient des classes des plus hautes qui reviennent de voyage. Mais l'impact le plus important est sur la population noire du pays, car depuis le début, le nombre de décès de personnes noires est 8 ou 10 fois plus importante que de personnes blanches. Donc, l'impact de COVID-19 est incroyable sur les populations noires, les enfants noirs, les personnes dans les bidonvilles qui décèdent et la plupart ont moins de 60 ans. Selon les données que l'on a reçues récemment. Et les mouvements sociaux, les mouvements de défense des droits des personnes de race noire insistent sur la collecte de ces données. Et il y a un projet de loi là-dessus, mais le gouvernement ne respecte pas la législation. Également, les comorbidités, les décès comme l'hypertension et le diabète dans la population noire qui sont beaucoup plus présents dans la population noire que dans le pays en général, qui augmentent et accentuent les taux de décès. Il est très important de souligner cela. Et ce que Flavia Oliveira a mentionné, il y avait déjà un génocide. Chaque 23 minutes, un jeune noir ou un enfant noir, parfois des enfants de 11 ou 12 ans, sont assassinés par la police. C'est pourquoi on parle d'un génocide de la population noire au Brésil qui a été accentué durant cette pandémie, car nous avons un gouvernement qui a fait fi de la menace de COVID-19 et nous avons eu des changements de ministre de la Santé 2 fois. Nous n'en avons aucun en ce moment, au moment où je vous parle, en plein milieu de la pandémie. Et les plans, les projets que nous avions pour aider les populations les plus pauvres qui forceraient les populations à se retrouver en masse en centaines de personnes pour avoir accès aux peu de ressources offertes. C'était des centres de contamination, des centaines de personnes qui étaient en file pour recevoir cette aide de la part du gouvernement. Alors, j'aimerais terminer en nous présentant un défi en 3 parties. Premièrement, je comprends que l'internationalisation de ce débat est la chose la plus importante en ce moment. Nous
nous avons le monde qui manifeste contre la mort de George Floyd et ça a un impact ici, ça a un impact à travers le monde. Alors, on doit amener nos mouvements ensemble pour montrer comment cet agenda néolibéral, extra-conservatrice, fasciste a un impact auprès de tous les acteurs qui ne sont pas le secteur privé corporatif. La deuxième partie que j'avais très bon ami qui travaillait pas avec les personnes qui ont vécu l'impact des grandes minières. Et ces personnes ce sont maintenant les grandes compagnies qui amènent les personnes dans la rue pour réouverture de l'économie. Les grandes multinationales, les grandes entreprises et le système économique doivent concentrer leurs efforts autour de cela, une réouverture économique. Et le dernier défi que je vous présente est de responsabiliser les gouvernements. On doit essayer de voir les lois nationales et internationales et de responsabiliser les gouvernements pour leurs actions, leur manque d'action dans le cas de COVID-19. Si on regarde au Brésil, le gouvernement l'utilise comme une politique eugénique. Et donc, on doit responsabiliser au niveau national, au niveau international, tous les gouvernements et de concentrer notre pression sur les grandes entreprises et les investisseurs et le système financier de façon à ce que l'on puisse trouver une solution et peut-être que les mouvements les plus progressistes peuvent trouver un agenda commun pour que l'on puisse aller de l'avant. Cida Bento, merci beaucoup pour vos premiers commentaires. Évidemment, l'impact que vous mentionnez spécifiquement sur la population noire au Brésil, qui est une grande majorité de la population du Brésil, et l'impact non seulement économique, mais également au niveau de la santé, à cause d'un très bas accès au système de santé et accès aux besoins de base comme à l'accès à l'eau est une situation importante au Brésil. Il y a des recommandations de l'amélioration des mesures d'hygiène, mais sans accès aux ressources de base. Alors, et ce sont des situations qui existaient avant la pandémie, les problèmes de santé qui affectent de façon plus importante les populations noires, la situation de ces enfants et de ces jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école. Et qui n'ont pas accès à l'Internet ou à la technologie pour faire l'éducation à distance et donc ils n'ont pas pu continuer à suivre leur éducation et c'est impossible pour eux de s'adapter à cette éducation à distance. Et ceci a un impact sur beaucoup de familles. Vous avez également parlé de l'aide économique du gouvernement, mais qui a un impact sur les communautés les plus vulnérables, car si vous vouliez avoir accès, vous deviez avoir
accès à des téléphones ou l'Internet, et ça a amené à des centaines de personnes à se retrouver dans des endroits publics pour avoir accès à ces fonds. Et vous avez également parlé de l'internationalisation du débat. Il semblerait que l'expérience des États-Unis nous montre qu'il est possible d'aligner des débats et des secteurs. Les objectifs du secteur privé des grandes corporations qui vont dans les rues pour manifester pour une réouverture économique. Et donc, nous vivons dans un modèle qui met le marché au centre, le marché économique au centre de tout et non la vie. Et nous devons responsabiliser les gouvernements et faire un suivi au niveau des lois, au niveau national et international. Nous allons maintenant commencer une ronde de questions et j'aimerais inviter les participantes et participants à envoyer des questions à nos hôtes, mais j'aimerais inviter à José Maria de nous parler d'une analyse ou une opinion sur la rémunération minimum de base qui a été mis sur la table en Espagne. Et quelle est votre opinion là-dessus et qu'est-ce que l'on peut s'attendre au niveau de ces programmes après la pandémie? Chema, me ouve? Ah, Chema, eu preciso que você abra o seu microfone. Ele está desativado, então nós não Perdón, temos esto es seu un áudio. clásico. Votre micro était en sourdine. Alors oui, c'est un classique. Ça fait longtemps qu'on fait des réunions Zoom, mais j'oublie toujours. Alors, c'était très intéressant d'entendre ce que chacune a fait. Mais en revenant à des sujets plus économiques, hein, des mesures, bien sûr, on a parlé de comment est-ce qu'on peut, en fait, bien sûr, les mesures urgentes en matière de santé, puis la question du vaccin, on en a parlé, à savoir quelle va être l'accessibilité de tel vaccin. Et on a parlé aussi de l'hécatombe qui attend la société mondiale. Alors, on parlait que quand il y a la faim qui affecte à des millions de personnes dans le monde. En fait, cette faim est une réalité, cette famine est une réalité. En fait, et de dire, bon, et puis il y a cet enjeu, est-ce que je meurs de faim si je reste à la maison, ou bien si je fais face à la police et je vais être tué par la police, ou bien par le virus, c'est des choix. Alors ça, bien sûr que c'est le revenu minimum, c'est le pilier central de ce qu'on demande pour la récupération aussi économique et pour tous les pays. Et en fonction des besoins, des conditions sociales dans lesquelles les gens vivent. Bien sûr, il y a beaucoup de pays européens qui ont un système de bien-être le plus développé. En Espagne, on vient d'approuver, il y a 4 jours même, au Conseil des ministres de la semaine dernière, il y a eu une décision de mise
en marche. En fait, et c'est pas, nous sommes pas un pays des plus puissants, mais quand même, on a une certaine puissance fiscale, mais quand même, on a une pauvreté extrême qui s'est intensifiée pendant la crise et que nous n'avons pas de, et donc, nous pensons quand même ce revenu minimum garanti est un peu a des lacunes parce que les populations en condition d'irrégularité ne sont pas couvertes. Alors, à cause des incapacités des systèmes d'irrégularité, mais ces personnes contribuent dans des travaux, des emplois temporaires, des soins, comme Teresa disait, mais qui n'ont pas la possibilité de pouvoir bénéficier de ce revenu minimum vital. Et puis ça, c'est vraiment une grande lacune. Mais si nous jetons un regard plus mondial, et surtout aux pays avec une capacité financière beaucoup plus limitée, la grande question, une des grandes questions, c'est comment apporter des mesures avec quel type de couverture, de quelle forme pour pouvoir arriver à cela et comment financer cela. Et il y a des pays qui c'est complètement impossible, mais parce qu'ils n'ont pas de capacité pour pouvoir offrir ça. Alors, à court terme, ce qu'on demande, ce qui est le plus évident, et en fait, c'est plus de coopération, plus de solidarité massive, en fait, pour pouvoir répondre au moins à des revenus minimums dans le secteur alimentaire et de la production. Parce que c'est des gens qui vivent entre la vie et la mort quotidiennement. Et pour appuyer avec l'annulation de la dette externe, parce qu'en fait, les pays investissent 14 fois plus dans le service de la dette que dans la santé. Et alors, on sait qu'il y a la dette non seulement. Et nous, ce qu'on veut, qu'on annule pas seulement la dette publique, mais la dette aussi privée. Et puis, je pense qu'il pourrait y avoir vraiment parce qu'en fait, on sait aussi que en fait, les grandes entreprises ont fait des 18 millions de bénéfices, mais là, on cherche une liquidité rapide, massive, qu'on puisse injecter à niveau international, qui fasse en fait, mais on attend que, par exemple, le FMI pourrait permettre ces plans d'appui à la santé et au secteur alimentaire et pour offrir un revenu minimum. En fait, c'est ce que nous voyons comme mesure parce qu'on ne peut pas attendre. C'est évident qu'il y a une réforme nécessaire du système. Mais entre-temps, qu'on puisse arriver à cette réforme qui est extrêmement nécessaire, il faut trouver des moyens pour aider les gens à survivre. Alors, je finis avec une référence à la partie économique qui faut en fait changer ce système injuste. Et puis, bien sûr que c'est le capitalisme qui est à la base. Et il y a les paradis fiscaux. C'est en fait, c'est le pouvoir et les privilèges qui existent aujourd'hui. Et que si on ne change pas cela, on ne fait pas que multiplier en fait les fortunes des millionnaires qui ont augmenté leur revenu de 13% pendant la pandémie. Et en fait, ils ont fait cela. Alors, il est indispensable, il est essentiel de s'attaquer à ce type de richesse et s'attaquer à la transformation du système fiscal international, que ce soit Oxfam qu'on le dise ou que les autres mouvements sociaux le disent.
et tous et puis est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose que le disent les mouvements sociaux? Non, ceci même, c'est le Fonds monétaire international qui le dit même, qu'il y a des voies de transformation qui visent une redistribution de la richesse d'une façon ou une autre et qui visent des changements profonds du système, incluant le système de fiscalité et de la participation dans le marché du travail. Mais nous nous trouvons bien sûr sur le manque de volonté, bien sûr, politique. Quand il arrive le moment d'établir des mesures, il y a une rhétorique, on reste dans la rhétorique et pas dans la mesure. C'est parce que la richesse est une tentation trop forte pour que les gens acceptent facilement la distribution de leur richesse. Muito obrigada por essas considerações. Je vais vous arrêter ici. Merci beaucoup pour ces commentaires et vous avez amené le débat fiscal et les décisions politiques qui ont été privilégiées en ce moment. C'est essentiel parce que lorsqu'on parle du débat pour un revenu minimum, la réponse est souvent que c'est un fardeau trop important pour les gouvernements et ils préfèrent généralement appuyer le secteur privé que le reste de la population. Alors, c'est vos idées pour le Fonds monétaire international, également pour le financement au niveau de la sécurité alimentaire et les systèmes de santé. Ce sont des propositions très objectives. Nous avons le besoin d'action de la part du gouvernement pour répondre à cette crise et coordonner ces actions au niveau international pour pouvoir venir à la rescousse des populations les plus vulnérables. Alors, nous avons une question. Quelqu'un qui demanderait quelles seraient les actions les plus importantes pour réduire les inégalités. Alors, ceci, nous arrivons, disons, à la dernière partie de notre débat. Alors, je vais vous donner peut-être 3 ou 4 minutes avec cette question de mesures concrètes, d'exemples concrets de ce que l'on pourrait amener comme solution pour répondre aux défis COVID-19, aux défis structurels que nous avons. Alors, je vais commencer par inviter Teresa à nous donner ses derniers mots. Et puis, je vais demander comment est-ce que l'on peut répondre aux défis des inégalités de genre avant tout. Gracias, muchísimas gracias. Es muy difícil. Merci beaucoup. C'est très difficile de parler de choses spécifiques, mais c'est sûr que ce que tu m'as dit, c'est des réformes fiscales et voir quelles sont les et quelles modifications des impôts, mais la réforme structurelle dont on a besoin c'est en fait, on doit commencer par les besoins de la vie, de mettre la vie quotidienne au centre. Ça veut dire de donner la priorité aux femmes qui sont le soutien de la vie. C'est de mettre l'accent sur une vie libre de violence. Les femmes, nous sommes en train de payer très durement. Et puis, il est très nécessaire que ce soit au sein de la société civile comme de l'État, de prendre en compte les femmes ici. Aussi, le travail est important
sur le plan des territoires. Le pays est très centralisé. Alors, nous devons transformer notre façon de travailler parce que la vie se fait dans les municipalités, dans les territoires, dans les communautés, dans les organisations sociales. Et on peut commencer déjà maintenant. Ça se fait déjà parce que tous les réseaux solidaires, les pots communs, comme on l'appelle, se fait dans ce sens. Mais surtout, il faut définir quels sont le travail essentiel. Et on doit mettre l'accent dans une restructuration de l'économie qui vise un système de santé juste. C'est sûr qu'on a besoin aujourd'hui de meilleurs systèmes de santé, que l'éducation doit être une éducation pour tous et qualité, puis aussi on doit penser à des services essentiels gratuits comme le transport gratuit et aussi comme ce revenu universel qui pourrait changer tout. On doit réimaginer l'économie pour mettre la reproduction de la vie au centre et encourager à la société civile parce que nous devons être très présents. Cette solution ne vient pas de l'État, ça va venir de la participation de tous les niveaux, même dans des situations aussi difficiles comme maintenant. Alors maintenant, je vais donner la parole à notre chère amie Sida pour qu'elle nous donne des éléments complémentaires. Muito obrigada, Teresa Valdez, Merci beaucoup à Teresa Valdez pour votre participation et vos contributions à cette conversation sur les inégalités en cette période de pandémie COVID-19. J'aimerais maintenant inviter Cida Bento pour ses derniers commentaires. Également, prenant en compte peut-être la question de savoir comment avoir des propositions concrètes et objectives pour amener des changements structurels. Mais Sida, j'aimerais vous entendre parler également de l'expérience positive au niveau des actions de la société civile et les comités dans les favelas, de façon à essayer de réduire les impacts sur les communautés les plus vulnérables. Il y a autre chose que l'on doit comprendre. Si d'un côté, nous avons les grandes corporations qui mettent de la pression pour la réouverture de l'économie, je n'ai jamais vu autant de conversations, en termes de conversations dans les favelas et dans les différentes communautés pour arriver à des propositions concrètes. Et c'est la première fois que je vois cela. J'avais parlé de ceci au niveau de l'Institut, à la coalition pour l'égalité de race. Les personnes de travailler avec les communautés les plus pauvres pour réduire le sexisme et le racisme. C'est donc quelque chose d'important. Et je le vois à São Paulo, à Rio de Janeiro, dans les grandes villes. Il y a une relation entre les différents mouvements, les associations de quartier, les organisations de la société civile. Ils sont plus conscients de ce qu'est le racisme, le fascisme et les personnes font les liens au niveau de ce qui arrive. Et on doit continuer à alimenter ces conversations. Le moment dans lequel nous sommes en ce moment, en réponse à ce qui est arrivé à George Floyd aux États-Unis, il y a une autre utilisation de l'Internet et des technologies de la part des populations, des communautés les plus pauvres, des communautés noires. Et la difficulté de l'accès à cette technologie.
dans des endroits comme le Brésil, les fausses nouvelles ont un impact très important au niveau de la politique. Donc, les organisations de la société civile, nous devons gérer et faire face à cette situation le mieux possible, de façon à alimenter ce dialogue, nous approprier les technologies, l'aspect légal au niveau des débats entre les corporations et la société civile et les populations, de façon à pouvoir arriver ces moments de ramener toutes les personnes ensemble pour repenser le développement, pour que l'on puisse alimenter ces conversations. On peut encore en faire davantage, augmenter les impôts sur les grandes corporations, les impôts sur la richesse accumulée, ce type de choses. On doit avoir ces conversations de façon ouverte et c'est quelque chose que l'on voit en fait de plus en plus. De changer nos systèmes fiscaux de façon à redistribuer la richesse. Merci beaucoup, Sylvain, dans cette conversation, ce dialogue global aujourd'hui sur COVID-19 et les inégalités. Donc, encore une fois, j'ai entendu de la part de nos 3 panélistes ce thème sur une réforme fiscale qui est ressorti fortement. L'importance d'un nouveau modèle socio-économique et qui doit inclure un débat fiscal, à savoir qui va financer le bien-être des populations. Nous voyons que dans la plupart des pays, il y a une augmentation de concentration de richesse auprès des plus riches. Et c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui... Alors, je ne sais pas si José Maria a des derniers commentaires. Nous avons 1 ou 2 minutes pour conclure. Alors, si vous avez certains derniers mots pour terminer cette conversation. Sobre ingreso mínimo vital y sobre fiscalidad, quizás solamente... En fait, peut-être ajouter 2 choses. Une, suite à la question qui a été posée, l'importance des indicateurs. C'est peut-être technique, mais c'est extrêmement politique. Qu'est-ce qu'on mesure dans un pays? Et pour cela, essayer d'aller vers un cadre de gouvernement et puis qu'on puisse aussi ramasser les indicateurs des inégalités, qui puissent nous dire que si au Brésil, en Espagne moyenne, comment évolue la question dans ces mois-ci grâce à ces indicateurs. L'autre question, c'est un débat d'idées. C'est que l'inégalité, qu'en fait, que l'inégalité a des conséquences économiques et sociales et que c'est en fait, on revient au privilège et au pouvoir et que toute manifestation d'autoritarisme qu'on voit, de répression est en fait une expression de la défense de ces privilèges. Et c'est en fait, c'est ce pouvoir qui est associé d'une façon ou d'une autre dans comment est-ce qu'on s'accapare les richesses. Alors, tout ce que nous faisons en défense des droits de la personne, des droits civils, des droits politiques, de défendre l'espace pour la société civile est essentiel. Et c'est un élément de lutte nécessaire pour pouvoir essayer de réduire les inégalités. Merci. José Maria, Chema, Vera, muito obrigada. Tereza Valdez, Cida Bento, agradeço muitíssimo a vocês pelo debate aprofundado, propositivo e, sobretudo, crítico em relação às desigualdades escancaradas, exageradas, acentuadas. Merci beaucoup pour
cette participation de l'analyse de COVID-19 et inégalité. Nous allons, ça fait un plaisir de vous avoir ici avec nous pour cette conversation. Alors, je vous inviterai à visiter le site web et à continuer à participer dans ce mouvement et ces réflexions de façon à arriver à des propositions concrètes durant cette pandémie internationale. Alors, merci beaucoup à toutes et à la prochaine.